revenir dans cette vidéo sur un élément que nous avons déjà abordé en classe, qui est la démarche de l'économiste. On va revenir sur cette démarche en essayant d'approfondir la notion de modèle. Donc une notion qu'on a déjà abordée en classe et qu'on avait définie comme une représentation simplifiée de la réalité, mais on va travailler ici à partir d'un cas particulier de modèle, qui est l'exemple d'un modèle mathématique. Alors l'objectif principal de la vidéo sera de savoir expliquer la façon dont les économistes travaillent à l'aide de modèles mathématiques et statistiques, de savoir expliquer également l'intérêt de ce travail. Il y aura également un objectif de savoir-faire qui consistera à savoir utiliser quelques fonctionnalités de base de Excel, mais aussi savoir calculer et interpréter un taux de variation. Donc les notions qui seront mobilisées ici sont les notions de modèle, bien entendu, mais aussi la notion de corrélation. Les économistes, de manière générale, en tout cas ceux qui font de la recherche en économie, notamment les économistes universitaires, travaillent en respectant, si je simplifie, 5 étapes. Donc ils commencent d'abord par rechercher une théorie économique, ils procèdent ensuite à la construction d'un modèle mathématique à partir de la théorie identifiée, ils vont ensuite rechercher des données sur lesquelles ils vont tester le modèle qu'ils ont élaboré. Ils vont ensuite calculer les paramètres mathématiques du modèle, puis utiliser ce modèle à des fins notamment de prévision. Alors revenons sur chacune de ces étapes. Donc première étape, l'énoncé d'une théorie économique. Alors j'ai choisi, parmi les nombreuses théories disponibles, la théorie d'un économiste très célèbre, peut-être le plus célèbre des économistes, qui est l'économiste anglais John Maynard Keynes. Donc dans un livre très connu de 1936, il écrit la chose suivante. La loi psychologique fondamentale, c'est qu'en moyenne et la plupart du temps, les hommes tendent à accroître leur consommation à mesure que leur revenu croît, mais non d'une quantité aussi grande que l'accroissement du revenu. Alors derrière cette phrase un peu compliquée, on peut dire plus simplement que la consommation augmente avec le revenu. En gros, plus on est riche, plus on consomme pour se vêtir, se nourrir, se divertir, etc. Mais cette hausse des dépenses se fait dans une proportion inférieure aux revenus. Alors, prenons un exemple tout bête, on imagine un ménage français, donc ici une famille de 2 adultes avec un bébé. On suppose qu'entre 2016 et 2017, leur revenu passe de 100 à 101 euros, donc il augmente d'1 euro, et leurs dépenses de consommation, c'est-à-dire la part de leur revenu qu'ils utilisent pour se nourrir, se divertir, se loger, etc., passe de 80 euros à 80,7 euros, c'est-à-dire qu'elle augmente de 70 centimes. Donc on revient ici, conformément à cette fameuse loi psychologique fondamentale, que lorsque le revenu augmente de 1 euro, la consommation augmente également, mais dans une proportion inférieure au revenu. 70 centimes, c'est bien inférieur à 1 euro. Donc ces 70 centimes, ce 0,7 ici, c'est ce que les économistes appellent la propension marginale à consommer. Alors une fois qu'on a identifié cette théorie, on passe à la deuxième étape, celle qui consiste à construire un modèle mathématique à partir de la théorie. Alors cette théorie, on peut déduire un certain nombre d'hypothèses, à commencer par le fait que la consommation dépend du revenu. La consommation représente une partie du revenu. Alors, notons grand C la consommation, grand Y le revenu et petit c la part du revenu supplémentaire qui est consommée. Donc il s'agit d'une part, la part est forcément comprise entre 0 et 1. Et on peut écrire l'équation suivante, c'est que la consommation, puisqu'elle est égale à une partie du revenu, elle est égale à petit c fois grand Y. Deuxième hypothèse, néanmoins, toute la consommation ne dépend pas du revenu. Il existe une quantité de consommation qu'on appelle incompressible, celle notamment qui est liée aux dépenses de base. Celle-là, on va la noter grand C0. C'est la deuxième hypothèse. D'où on peut écrire, en associant les deux hypothèses, l'équation suivante, c'est que la consommation, finalement, elle est pour partie liée au revenu, on va la noter ici petit c grand Y, mais également pour partie indépendante du revenu, c'est ce que l'on note ici C0. Donc on a ici établi un modèle mathématique, c'est ce qu'on appelle la fonction keynésienne de consommation. Représentons cette fonction, donc on met la consommation ici en ordonnée, on met les revenus en abscisse, donc C0 représente ici ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, tandis que petit c, donc la part du revenu supplémentaire consacrée à la consommation, représente la pente de la droite, ce qu'on appelle également le coefficient directeur de la fonction.
Alors ce qui ressort immédiatement ici, c'est qu'on a affaire à une fonction affine, donc de la forme y égale à x plus b, qui montre qu'on a une relation linéaire entre consommation et revenu. Donc ça suppose qu'il y a une corrélation parfaite entre revenu et consommation. Le revenu explique l'essentiel de la consommation et on peut représenter cette consommation sous la forme d'une droite parfaite. Donc les économistes utilisent ce qu'on appelle un coefficient de corrélation linéaire que vous apprendrez à calculer après le bac. Mais sachez que lorsque ce coefficient est égal à 1, eh bien on parle de corrélation parfaite, donc ici entre la consommation et le revenu. Alors la question qui se pose à nous maintenant, c'est que vaut ce modèle dans la réalité? Ce modèle mathématique que l'on vient d'élaborer, eh bien est-ce qu'il permet d'expliquer et de rendre compte de ce que l'on observe dans la réalité économique? Alors ça nous amène à la troisième étape, celle qui va consister à rechercher les données et à tester le modèle. Alors pour chercher les données, on va aller chercher les données là où elles se trouvent, c'est-à-dire principalement sur le site de l'INSEE, qui est un organisme statistique qui rassemble des gens dont le métier est de recueillir des informations économiques et sociales. Donc on va ici télécharger un fichier Excel qui va nous permettre donc d'obtenir les données sur lesquelles nous allons travailler et tester notre modèle. Alors à l'issue de ce téléchargement, une fois remis les choses un petit peu en forme, on obtient la base suivante. Alors moi ici je me suis concentré sur la période qui va de 2000 à 2014. Donc pour chaque année j'ai distingué le revenu Y et la consommation C. Donc j'incite ici, il s'agit bien de la totalité des revenus et de la totalité de la consommation au niveau de l'ensemble du pays. Donc c'est pour ça que ce sont des chiffres ici importants qui s'expriment en milliards d'euros. Alors on va maintenant passer à la représentation graphique de ces données. Donc on va dans insertion, nuage de points, et on prend bien garde de sélectionner en abscisse les revenus et en ordonnée la consommation. Ce nuage de points, il nous permet d'obtenir la représentation suivante. C'est ce qu'on appelle le modèle observé. Donc à partir de données de l'INSEE, eh bien, on observe la relation suivante entre les dépenses de consommation et les revenus des Français. Donc ce modèle observé, on va le comparer avec le modèle mathématique théorique que l'on avait élaboré tout à l'heure. Et là, il y a une première chose que l'on peut dire, un premier constat, c'est que les deux modèles, au fond, se ressemblent, mais ils ne sont pas identiques. On a une corrélation observée qui est forte, mais qui n'est pas parfaite. C'est-à-dire qu'en gros, on a une relation qui n'est pas aussi belle, entre guillemets, que le modèle théorique, puisqu'on voit qu'on a certains points, finalement, qui s'écartent de la droite. Donc à partir de là, vient la question suivante. Le modèle théorique, est-ce qu'il doit être rejeté ou accepté? Compte tenu de cet écart, est-ce qu'il est pertinent de l'utiliser pour expliquer la consommation des Français? Donc ça nous amène à la quatrième étape, celle qui va consister à calculer les paramètres mathématiques du modèle observé. Donc reprenons notre modèle observé, gardons toujours à l'esprit le modèle mathématique que nous avons utilisé et partons des données dont nous disposons. Alors on dispose des revenus, on dispose de la consommation. Par contre, il y a deux paramètres, deux éléments que l'on n'a pas et que l'on va calculer. Donc c'est petit c et grand C0. Donc pour ça, Excel le fait très bien. Alors vous apprendrez après le bac à le calculer de façon mathématique, mais avec Excel, on va le calculer directement. Donc vous allez sur format de la courbe de tendance, vous cliquez ici sur afficher l'équation sur le graphique et Excel vous donne immédiatement l'équation du modèle observé. Donc on voit ici que petit c, dans la propension marginale à consommer, est égal à 0,66. Donc ça nous amène à la cinquième étape, celle qui va consister à se demander comment utiliser le modèle pour la prévision. Alors reprenons notre modèle observé. Alors il y a un premier enseignement qui se dégage, c'est que la théorie de Keynes, au fond, elle est validée par ce modèle. En effet, puisque petit c est égal à 0,66, ça veut dire quoi? Ça veut dire que petit c est positif, supérieur à 0, ce qui signifie que la consommation augmente avec le revenu. Petit c est certes supérieur à 0, mais en même temps inférieur à 1, ce qui signifie que la consommation augmente moins que le revenu. C'est bien ce que nous disait Keynes. On peut donc prévoir qu'en moyenne, lorsque les ménages français gagnent 1 euro supplémentaire de revenus, eh bien, ils dépensent 66 centimes d'euros de plus pour leur consommation. Alors il y a autre chose que ce modèle nous apprend. Si on repart des données de départ,
et que l'on s'intéresse à l'année suivante, l'année qui manque ici, qui est l'année 2015. Donc on suppose que pour l'année 2015, les revenus s'élèvent à 2097,2 milliards. Eh bien, notre modèle doit nous permettre d'imaginer à combien vont s'élever les dépenses de consommation pour l'année 2015. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et à calculer, à partir de l'équation dont vous disposez ici, à calculer les dépenses de consommation prévues pour l'année 2015. Alors j'espère que vous êtes parvenus. Il suffit en fait de remplacer dans l'équation le montant des revenus, donc Y par 2097,2, et on arrive à la dépense de consommation prévue en 2015 de 1161,7 milliards d'euros. Question, ce chiffre est-il fiable? Alors, les statisticiens de l'INSEE nous informent qu'en 2015, les dépenses de consommation des Français se sont élevées à 1155,4 milliards d'euros. Donc un chiffre sensiblement différent de celui que notre modèle nous avait permis d'obtenir. Je vous propose de remplir le tableau suivant, un tableau qui va nous permettre de savoir si notre modèle surestime ou sous-estime la réalité et dans quelle proportion est-ce qu'il s'éloigne ou pas de la réalité. Donc là encore, vous pouvez mettre cette vidéo en pause et compléter le tableau. Alors on voit que ce modèle clairement surestime la réalité, puisque la consommation prévue était plus élevée que la consommation observée. Il le surestime à hauteur de 6,3 milliards d'euros, ce qui représente environ 0,3% du revenu, qui représente un écart, exprimé en pourcentage, de 0,55%, qui signifie que la consommation prévue par le modèle est 0,55% plus élevée que la consommation effectivement observée pour l'année 2015. Cela nous amène à un deuxième enseignement, c'est que le modèle peut être utilisé par les économistes pour prévoir l'évolution de la situation économique du pays et donc conseiller les décideurs politiques, par exemple sur le niveau des impôts à mettre en place, sachant que les impôts influencent les revenus, donc la consommation, que la consommation va influencer la production des entreprises et peut-être va influencer le chômage. En bilan, ce qu'il faut retenir, donc plusieurs choses. Déjà, c'est que le travail des économistes consiste à construire des modèles inspirés de théories, puis à tester ces modèles sur des données. Les modèles utilisent souvent, alors c'est pas automatique, mais c'est souvent le cas dans la recherche universitaire, des outils mathématiques, donc équations, fonctions, graphiques, coefficients de corrélation. Les données utilisées ont le plus souvent d'abord été collectées par des statisticiens. Et dernier élément que l'on va retenir, c'est que les modèles, s'ils sont jugés suffisamment efficaces, en général ce jugement se fait par comparaison avec des modèles concurrents ou par discussion avec d'autres économistes, ces modèles pourront être utilisés pour la prévision et le conseil aux décideurs politiques.